Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. 56 jours exactement aujourd'hui, 25 mai 2017, que Baba Alpha est séparé de sa femme, sa mère et ses enfants, mais aussi ses frères, amis et collègues de travail. 56 jours, c'est trop pour une affaire dont on nous a dit au départ que les fils n'étaient pas difficiles à dénouer. Au départ, trois, Baba Alpha, son père et son oncle Sidi Mohamed, ils ne sont plus que deux à continuer à être privés de liberté. Le dernier, Omar Sidi, ayant bénéficié d'une liberté provisoire aussi curieuse qu'inattendue. Le commentaire de la rédaction est signé Abdurrahman Younousaïssa. Baba Alpha, un bail à durée indéterminée. S'interrogeait ce matin le quotidien L'Enquêteur, numéro 1660, de ce lundi 25 mai 2017. En réalité, c'est la même question qui taraude l'esprit de plus d'un journaliste à la rédaction de Bonferré Télévision. Qu'est-ce qui explique cette détention prolongée de notre confrère et collègue de travail Baba Alpha Mahaman? À vrai dire, personne, même les professionnels de la chose juridique et judiciaire, sont perplexes quant à la situation de Baba Alpha. Arrêté le jeudi 30 mars 2017, Baba Alpha passa 4 jours en garde à vue à la police judiciaire avant d'être déféré le 3 avril devant le procureur adjoint de la République du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, puis devant le juge d'instruction du 8e cabinet, qui l'inculpa pour complicité de faux et usage de faux en écriture publique et le plaça sous mandat de dépôt le même jour à la prison civile de Niamey, en compagnie de son père Alpha Mahaman et M. Omar Sidi, un ami et parent de la famille. Mais voilà qu'après quelques jours de détention, alors que tous les trois ont demandé la liberté provisoire, seul Omar Sidi, parent de la deuxième épouse du président de la République et conseiller au cabinet du président de la République, en bénéficiera, pendant que Baba Alpha et son père se verront opposer une fin de non-recevoir. Si ce n'est pas du deux poids deux mesures ça, eh bien convenez que ça y ressemble fortement. Pas qu'on soit opposé à la libération du bienheureux Omar Sidi, mais il faut bien qu'on nous explique pourquoi il doit bénéficier d'une liberté provisoire dans la même affaire et pas Baba Alpha et son père. Peut-être que nous ne connaissons pas grand-chose en droit et aux procédures, mais franchement, le bon sens dont Dieu nous a gracieusement dotés a du mal à appréhender une telle argutie. Omar Sidi libre, ok. Et Baba Alpha et son père, le vieux Alpha Mahaman. Rien depuis. Pas de procès, pas même de date précise annoncée. On attend. L'expectative est de mise. Autre chose que l'on doit aussi peut-être un jour nous expliquer, c'est pourquoi alors que l'instruction serait bouclée depuis belle lurette, il n'y a toujours pas l'ombre d'un agent d'état civil ou un magistrat qui aurait établi les pièces d'état civil incriminées. Sauf si c'est Baba Alpha ou son papa qui aurait eux-mêmes fabriqué les dites pièces. Peut-être attend-on là aussi le procès pour nous éclairer sur toutes ces questions assez prégnantes quand même. Décidément, nous ne connaissons rien aux arguties juridiques, voire judiciaires et leurs procédures si complexes et si impénétrables pour les profanes. Pourtant, nous ne sommes pas si bêtes qu'on veut bien nous faire croire. Et nous comprenons que quelqu'un quelque part a visiblement intérêt à ce que Baba Alpha continue de garder prison. Et cela, personne ne pourra nous le sortir de la tête jusqu'à ce que notre confrère soit libre. Un autre bras de fer se dessine entre majorité et opposition politique réunis au sein du FRDDR. Cette fois-ci, c'est la révision de la Constitution qui divise l'opposition, met en cause l'initiateur de cette révision et contexte le contenu des textes proposés. Qu'en est-il des avis des constitutionnalistes? Élément de réponse avec Sidi Kouharouna. Une fois encore, pouvoir et opposition vont se défier. La cause, la volonté exprimée du gouvernement de réformer le code électoral via la révision de la Constitution en certains de ses articles en rapport avec les élections. L'opposition politique dénonce des manœuvres politiciennes
orchestrée par le ministre d'État en charge de l'Intérieur au mépris des dispositions de l'article 173 de la Constitution qui fait du président de la République et de la représentation nationale les seuls détenteurs de l'initiative de réviser la Constitution. En ce qui concerne tout d'abord la révision de la Constitution, le processus pêche abusivement par la légèreté et l'amateurisme avec lesquels il a été conduit. En effet, si l'on se réfère au terme de l'article 173 de la Constitution, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Or, le processus de révision a été visiblement initié par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, encore lui, alors même que la révision de la Constitution est une prérogative personnelle du président de la République, un pouvoir qu'il ne partage pas avec le gouvernement et encore moins avec le CNDP. Rien, ni dans le projet de révision contesté, ni dans les actes préparatoires, ni même dans l'exposé des motifs qui l'accompagnent, ne permet d'y déceler une quelconque initiative présidentielle. Une réflexion que nuance le constitutionnaliste Amadou Boubacar qui estime que même si l'initiative n'est pas estampillée par le sceau du chef de l'État, si elle vient du gouvernement, elle emporte de facto l'assentiment de ce dernier. Ça, c'est l'article 173. Oui. On dit l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Mais le gouvernement, là, c'est sous la coupe du président, le gouvernement met en œuvre, on dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est la politique du président, c'est le programme du président que le gouvernement applique. Le président n'a jamais comment on appelle, il ne peut pas faire le projet de lui-même. Le gouvernement, c'est pas à la disposition du président de la République. Ça ne tient pas. C'est-à-dire que l'article 73 dit l'initiative. Et l'initiative se matérialise à travers un projet de loi de révision ou à travers une proposition de loi de révision. Et si c'est un projet de révision, ça émane du président, donc ça passe par le gouvernement. On fait le conseil des cabinets, on adopte, et en conseil des ministres présidé par le président, on adopte le projet de révision. Par contre, clarifie le constitutionnaliste, la révision doit porter sur des textes qui ont fait l'objet d'un consensus au sein du CNDP qui regroupe toutes les sensibilités politiques du Niger. Seul schéma qui permet de légitimer les textes de recharge. Quand tu regardes les attributions du CNDP, on dit entre autres là, puisqu'on cherche un consensus sur, par exemple, sur la Constitution, le code électoral, la charte des partis politiques, le statut de l'opposition. Donc, normalement, un projet de révision de la Constitution doit faire l'objet d'un consensus au niveau des choses, au niveau du Conseil national de dialogue politique. Parce que le décret sur le côté a énuméré les textes sur lesquels le consensus doit être recherché au niveau du CNDP, donc dans la Constitution, le code électoral, la charte des partis politiques et le statut de l'opposition et toute question d'intérêt national. Voilà. Donc là, effectivement, moi, tout ce que je reproche à ça, c'est vraiment l'absence de consensus sur le plan politique. Cet énième bras de fer entre les deux blocs risque de creuser dangereusement le fossé qui les sépare. Toute chose qui ne fera que maintenir notre pays dans sa position de dernier de la planète. Le 14 mai dernier, la diaspora Lumana de Zurich en Suisse a mis en place son nouveau bureau. Le président élu à la tête de ce bureau de 22 membres se nomme Mohamed Nwili. L'élection s'est déroulée en présence du secrétaire national du Lumana en charge de la diaspora. Le point avec Soumana Karim. Ils sont 4 au secrétariat national du Modène FA Lumana, chargé de la diaspora Lumana, désignés pour prendre part toujours aux activités de cette diaspora où qu'elle se trouve, et Habiboulaye Alidou Alzouma. Tout récemment, Habiboulaye était aux États-Unis où il a pris part à l'inauguration du siège Lumana de la Caroline du Nord aux États-Unis. Tournée qu'il a conduit ensuite à la diaspora de Belgique, puis la France, ensuite à Zurich, en Suisse, pour prendre part à la mise en place du bureau de la diaspora Lumana. Installé le 14 mai dernier, ce bureau a pour président Mohamed Nwili. Présidente d'honneur, Madame Poignard Mariama, dite Néné,
Bref, un bureau qui compte 22 membres. Aussitôt élu, le président a pris la parole pour remercier les militants Lumana en Suisse de l'avoir choisi. Il a par la même occasion demandé à ses membres leur apport pour conduire à bien ce bureau. Pour participer à cette mise en place du bureau, nous espérons, nous souhaitons assez que toutes les coordinations possibles fassent la même chose, celles qui ont des problèmes de mise en place du bureau, qu'ils les fassent dans les meilleures manières, dans la correcte façon. Merci beaucoup. Cette élection du 14 mai a vu la présence de plusieurs diasporas Lumana à prendre part, en l'occurrence la diaspora du bureau mondial Lumana de la France, en la personne de Yacouba Soumeila, secrétaire général de ce bureau. Merci. Donc, la mise en place du bureau s'est passée dans de très bonnes conditions et tous les militants de la Suisse ont eu un consensus pour mettre en place un bureau qui reflète l'image des Nigériens qui ont adhéré à notre parti Lumana. En tant que secrétaire général du bureau mondial de la diaspora, donc la mise en place s'est vraiment passée dans de très bonnes conditions. Donc nous retournons satisfaits de ce déplacement à Zurich. Le président du continent européen a également pris la parole, mais a préféré passer son message en langue djarma. Il s'appelle El Haj Fataou Ide. Notre promesse faite à Hamamadou, celle d'avoir des sièges Lumana en Europe partout où besoin sera, c'est aujourd'hui chose faite. Nous avons installé ce bureau à Zurich en bonne santé. Nous remercions tous les participants qui sont venus. Nous avons à cette occasion le secrétaire national chargé de la diaspora Lumana, Habiboulaye Alidou. Nous le remercions beaucoup. Était présent à la mise en place de ce bureau de la diaspora suisse l'infatigable Habiboulaye Alidou Alzouma, secrétaire national en charge de la diaspora Lumana, toujours prêt à assurer sa mission régalienne, celle de toujours prendre part aux activités de la diaspora Lumana d'importance capitale. Il y avait également Moussa Idrissa Meiga, porte-parole du bureau mondial de la diaspora Lumana, Moussa Ibrahim, secrétaire général du bureau Europe, Sissé Abdoulaye, conseiller du bureau Europe, et Boubé Legacy, membre de la coordination Belgique. La prochaine tournée, le secrétaire national Lumana en charge de la diaspora sera dans le continent asiatique selon son programme. Retour au Niger, dans la commune rurale de Namaro, exactement quelques kilomètres de Niamey, où les populations du village de Mbanga, un village donc situé dans cette commune, sont sorties montrer leur mécontentement à travers un grand meeting organisé pour dénoncer la situation de leur site. En effet, ces populations sont sommées de quitter leurs terres sur ordre donc de l'État du Niger au profit d'une société minière de la place. Le compte rendu de Suleiman Ousmane et Rabiou Labo. Ce n'est ni une manifestation d'un parti politique ou encore d'une structure ou organisation quelconque, mais plutôt un meeting de mécontentement, de frustration et de dénonciation des populations de Mbanga. C'est dans la commune rurale de Namaro. Ces populations de ce village sont sommées de quitter ces sites sur décision du ministère en charge des mines au profit d'une société minière de la place. Te so to antir hono irgo ku kete su hino mu di mat kan irgo da ya ga wokin dum man ti hini bor follonga ke hina am ka ka ke ya kin kin ngi salan du hundu ko ni kul kal u som mu de worgi ne kidira ka man kebe ne no worgu goro ya no igite kala udiri de udira wodi ni bonno irgo ku salan dira ir maniyar dinda irsi ba ga mo hi kul kalir nongo boni no irgo Monsieur Seydou Salha, secrétaire général du Sinamine, venu pour la circonstance et qui a suivi tout au long de ce dossier, explique davantage les faits.
Ce rassemblement est dû au fait qu'au niveau du ministère des Mines, il y a des autorisations qui ont été octroyées à une compagnie d'exploitation, je crois, artisanale, semi-mécanisée, ce qui est nouveau à la loi. Et il s'est trouvé que les sites attribués à cette compagnie appartenaient déjà, abritaient déjà donc les orpailleurs depuis une trentaine d'années. Je crois que c'est au niveau, c'est ce qui a fait l'engouement. Vous avez vu la population qui s'est amassée, c'est la population de ces sites-là et des villages environnants qui tirent profit de l'orpaillage. Si après 30 ans d'exploitation artisanale, ces compagnies viennent prélever, faire des prélèvements au niveau de nos déblais pour aller voir, puisque ce ne sont pas des orpailleurs. Donc ils ont profité de ce que nous avons extraits qui sont au dehors, donc ils ont trouvé, notamment ils ont fait le prélèvement, et ils sont partis au ministère demander une autorisation d'exploitation semi-mécanisée, ce qui n'est même pas pour le moment autorisé par la loi. Même si on ne doit pas respecter la loi, mais quand même de respecter les populations qui y vivent sur le terrain. Parce qu'avant attribution, normalement, le ministère devrait envoyer des équipes pour faire l'état des lieux des sites avant attribution. Parce que nous ne pouvons pas creuser des trous pendant plus de 30 ans et quelqu'un vient un jour, on nous déguerpit pour nous dire de leur laisser la place. Vraiment, on n'est pas d'accord pour ça. Situé à une soixantaine de kilomètres de Niamey, c'est de la commune rurale de Namaro, le village de Mbanga date de 159 ans avec une population aujourd'hui de plus de 50 000 habitants. Ainsi, ce litige désormais engagé entre les deux parties, les populations et environnants du village de Mbanga entendent se donner tous les moyens légaux et légitimes afin de défendre l'intérêt des populations d'une manière générale et faire échec à ce genre de projet. Les rideaux sont tombés cet après-midi sur l'atelier de formation à l'endroit des facilitateurs en budget participatif, une initiative du réseau des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire ROTAB. Des recommandations ont été formulées à la fin de cette formation, le compte-rendu de Mohamed Alpha. Appliquer le budget participatif, c'est prendre en compte les besoins des citoyens à la base. C'est aussi faire d'eux les responsables du développement de leur communauté de destin. Tel est le thème de l'atelier de formation de 2 jours à l'endroit des facilitateurs en budget participatif. Une initiative du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. L'objectif étant de renforcer la capacité des acteurs non étatiques, la société civile et les médias à mener des actions innovantes visant à atténuer les conflits dans la région du Sahel. Nous vous encourageons à restituer ce que vous avez appris à ceux qui n'ont pas eu la chance de venir profiter de cette formation. Et nous osons espérer que vos communes respectives vont s'engager résolument dans la mise en œuvre du budget participatif pour mettre la population au centre de décision et pour une meilleure prise en compte des besoins réels de la population. Les participants ont été édifiés sur plusieurs thématiques telles que la méthodologie d'élaboration et la mise en œuvre du budget participatif. À l'État, le renforcement des capacités des acteurs communaux chargés de conduire le processus d'élaboration des budgets participatifs. Aux partenaires techniques et financiers, l'accompagnement technique, matériel et financier conséquent pour permettre aux communes d'élaborer leur budget participatif. Aux communes, l'engagement de l'exécutif communal pour une appropriation du processus. Aux populations, leur adhésion et leur participation massive aux activités du budget participatif. D'éminents experts ont été mobilisés pour partager leurs expériences en la matière dans le seul but d'enrichir la capacité des participants sur le budget participatif.
Édition de African Union Students Council à USC a été célébrée hier au Centre culturel américain de Niamey. La cérémonie est placée sous le thème « Le panafricanisme est une obligation ». Le compte-rendu de Kassassi Ibrahim et Luc Oga. Les leaders de l'AUSC, African Union Student Council, ont fait des prestations culturelles et de communication afin d'amener la jeunesse nigérienne à prendre conscience de sa mission et du rôle prépondérant qu'elle doit jouer en prenant l'exemple des grandes figures africaines qui se sont battues pour le continent. Le thème choisi pour cette première édition, le panafricanisme est une obligation, a pour but d'initier tous les Africains à la promotion des valeurs panafricaines, gage de paix, de solidarité et de développement. La directrice du Centre culturel américain, très motivée par les activités réalisées et la disponibilité du centre à apporter son aide à la jeunesse nigérienne à travers différents programmes. Dans l'apprentissage d'anglais, qui est aujourd'hui la langue la mieux utilisée à travers le monde. C'est le moyen de la communication le plus répandu à travers le globe. Je tiens de rappel des activités ici au Centre culturel américain qui sont des ressources pour vous, les étudiants d'anglais. D'abord, nous avons le English Conversation Hour à enseigner la langue anglaise aux jeunes étudiants puissent s'entendre à toutes les structures organisées de la jeunesse de Niamey et de l'ensemble du Niger en général. La ministre de la Population, en tant que leader du club Toastmaster, a donné quelques détails par rapport au programme Toastmaster. Le Toastmaster, c'est vraiment un programme pour apprendre à parler en public et pour essayer aussi d'avoir un certain leadership dans les organisations. Donc, lorsque vous vous inscrivez au niveau du Toastmaster, c'est une inscription qui est libre. Vous devez juste payer 10 000 francs par mois. Vous avez un programme de base de 10 discours avec des objectifs bien définis. Tout à l'heure, on m'a demandé d'évaluer 2 discours, donc je vais essayer de le faire. Donc on ne vous met pas de notes, mais on vous permet de vous améliorer parce qu'on va vous dire tel point à améliorer et tel point est positif. Abdoulaye Zahra, une étudiante qui a subi 2 formations du centre, explique l'importance des différents programmes enseignés par le centre. Formation d'anglais qui a duré 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois. Durant la formation, ils nous ont appris l'anglais, comment écrire les dates et comment écrire les jours. On a eu à faire des textes en anglais, des chansons aussi. C'est ce qu'on a eu à faire concernant la formation d'anglais. Pour le Toastmaster aussi, la formation a duré 8 semaines. Pendant la formation, ils nous ont appris comment prendre la parole en public, comment gérer son stress, comment préparer un discours et aussi comment manier la variété vocale. Et pendant ces séances-là, on a eu à faire des discours. Chaque séance, on a droit à 3 discours. Pendant les discours, nous avons les évaluateurs qui évaluent les discours. On a un grammairien qui révèle les fautes et les belles phrases en grammaire. On a eu un chronométraire parce que chaque intervenant a droit à 2 minutes. Les orateurs de discours ont droit à 5 minutes chacun. Et même le formateur a son temps précis. J'ai beaucoup appris. Je me suis très bien amusée parce que c'est cette formation. Au début, j'étais timide, j'avais très peur. Donc, c'est cette formation qui m'a permis de sortir de ma coquille et c'est ce qui m'a poussé à faire un discours aujourd'hui. Discours que j'ai même intitulé La peur. Au cours de cette cérémonie très riche en animation et démonstrations culturelles, les leaders ont tenu des discours improvisés et des concours Toastmaster. À la fin, les participants ont bénéficié des témoignages de satisfaction et des attestations en Toastmaster anglais et séminaires pratiques sur l'entrepreneuriat. Une autre cérémonie de remise, cette fois-ci des diplômes et de dons composés de couvertures moustiquaires et d'exemplaires du Saint-Coran. C'est aux élèves et orphelins de la Médersatul Ouzaifi. Une cérémonie donc riche en animation islamique donc, que nous résument Mohamed Alpha et Mohamedou Djori. Bismillahirrahmanirrahim. Par cette lecture coranique, la présente cérémonie consiste à récompenser les élèves les plus méritants et les orphelins de la Médersatul Ouzaifi.
une madrasa qui vise à enseigner aux apprenants les cultures islamiques et surtout de mémoriser le Saint-Coran. Au cours de cette cérémonie, elles sont 5 femmes qui ont été présentées à l'assistance. Ces 5 femmes ont mémorisé le Coran complet. Et pour les encourager, elles ont réussi des attestations de fin d'apprentissage. Le marabout Ahmed, qui est le responsable de cette makaranta, qui s'appelle Madrasatul Huzaifi. Donc nous avons la possibilité de l'aider par rapport à certaines requêtes. Parce que c'est une makaranta où il y a des orphelins qui sont internés. Et même des enfants qui ne sont pas orphelins, d'autres qui sont internés. Donc il fallait trouver un recours pour mieux entretenir ces enfants. Donc ce cadeau, ce matériel a été fourni par son Excellence Monsieur le Premier ministre Birji Rafini. Donc ayant reçu la requête, il a réagi dans la même semaine. Donc nous profitons de votre micro pour le remercier et solliciter les autres responsables qui ont reçu ces correspondances de bien vouloir répondre de manière à ce que nous puissions définitivement soutenir donc ces orphelins. Les bénéficiaires se réjouissent et félicitent la Madrasatul Huzaifi qui ne cesse de rehausser le niveau des apprenants dans la mémorisation du Saint-Coran et les études islamiques. Elle invite les autres femmes à leur emboîter le pas en vue de comprendre la religion musulmane. Je remercie Allah de m'avoir montré ce grand jour. J'ai mémorisé le Saint-Coran grâce à la bravoure des enseignants de la Madrasatul Huzaifi. Je suis vraiment heureuse. Mémoriser le Saint-Coran est une grande satisfaction car ça me permet de connaître les principes et les cultures islamiques. J'invite mes sœurs à s'armer de courage pour la mémorisation du Saint-Coran. Plusieurs cadeaux ont été distribués aux apprenants, une manière de les encourager à s'adonner aux études islamiques. La Madrasatul Huzaifi, un complexe scolaire qui œuvre pour la réussite de vos enfants dans la mémorisation du Saint-Coran, et la Madrasatul Huzaifi, l'excellence pour la promotion de la culture islamique au Niger. Total Niger a bouclé son jeu concours lubrifiant par la remise du gros lot, une voiture Toyota, mais aussi plusieurs autres lots aux gagnants. La cérémonie s'est déroulée ce matin à la station Total route aéroport en présence des lauréats. Le compte-rendu de Boubacar Amadou sur les images de la radio et télévision Ténéré. Il s'appelle Issouf Husseini, conducteur de taxi dans la ville de Niamey. Il est le gagnant du gros lot, une Toyota, du jeu concours lubrifiant organisé par Total Niger à l'endroit de ses clients. Il s'agit de M. Issouf Husseini. Issouf Husseini. Et je rappelle que Issouf Husseini, c'est un taximan qui a l'habitude de faire les vidanges au niveau de la station Château 8 à Niamey. Je remercie Total et toutes les gens qui sont venus. Et moi j'utilise l'huile Total, ça fait 4 ans. C'est pas à cause du jeu que je l'utilise, c'est à cause de la qualité de l'huile. À travers ce jeu concours, Total Niger veut ainsi encourager et remercier les utilisateurs des produits lubrifiants Total Niger. Bienvenue pour cette cérémonie de remise des prix de notre grand jeu concours lubrifiant qui a permis à certains d'entre vous de gagner des cadeaux, dont notamment cette magnifique Toyota offerte avec l'appui de CFAO Motors. Avant de remettre les prix, je tiens à remercier tout particulièrement CFAO Motors qui nous a soutenus dans cette opération. Je passerai la parole après à son représentant, monsieur le DG, ainsi que la Lolani, qui nous a autorisé à faire cet événement, sans qui ça n'aurait pas été possible. Je tiens évidemment à remercier l'ensemble du personnel de Total, les équipes du siège, les équipes du réseau, les DCR, aussi les gérants
et chaque pompiste est caissier et vendeur des stations. Et bien évidemment, le plus important, nos clients. Un plaisir immense pour la CFAO Motors Niger, partenaire clé de Total Niger dans ce jeu. C'était donc, comme je le disais, un honneur et un plaisir de se mettre aux côtés d'un leader dans le domaine. Je suis certain que si vous savez réussir à faire le mariage entre le choix du bon véhicule chez CFAO et le carburant et les lubrifiants les plus adaptés, sans doute que vous aurez un véhicule qui dure le plus longtemps possible. Au cours de cette cérémonie qui marque la fin de ce jeu concours, plusieurs autres lots allant des motos à divers articles ont été remis aux gagnants. Ceux qui viennent s'ajouter aux lauréats qui ont auparavant gagné plusieurs lots de ce jeu concours initié par Total Niger du 15 janvier au 15 avril 2017. Plus que 24 heures en principe nous séparent du mois béni de Ramadan, un mois de forte consommation. Ce matin, une de nos équipes a fait le tour des marchés pour s'inquérir de la disponibilité et l'accessibilité des produits. L'équipe est dirigée par Aminata, Yaya, Maïga et Omar Boukari. À seulement quelques jours du début du Ramadan, l'on constate avec grande satisfaction la disponibilité des produits sur le marché. Des légumes verts, en passant par les condiments secs, la viande, le poisson ou encore même la volaille, les différents marchés de la capitale en disposent en quantité suffisante. Cependant, même si ces produits sont présents sur les différents marchés, on dénote une certaine augmentation de prix sur plusieurs produits. Les produits coûtent cher. Nous prions Dieu pour qu'il nous vienne en aide. À quoi est due cette hausse de prix? Est-ce dû à l'arrivée prochaine du Ramadan comme le pensent certains? Ou bien d'autres facteurs sont-ils à la base de cette hausse? Les commerçants, eux, justifient cette dernière à travers plusieurs raisons. Les prix des pentades sont abordables. Les prix sont restés inchangés même à l'approche du Ramadan. Les prix dépendent du poids des pentades. Les prix ont augmenté pas à cause du Ramadan, mais plutôt du fait de la saison. Certains produits ne sont plus disponibles localement en ce moment. Donc ce sont des produits importés que nous vendons, ce qui explique cette hausse. La tomate ainsi que d'autres produits ont augmenté de prix. Mais cette hausse nous a été imposée par les grossistes car c'est eux qui ont augmenté les prix. C'est au niveau même des pêcheurs que le prix a augmenté. Certains poissons, par contre, nous viennent du Mali. Et à cause du transport et autres coûts, ils nous reviennent un peu plus cher. Si les prix ont un peu augmenté, c'est à l'abattoir même qu'il y a cette hausse. Ils disent qu'il n'y a pas assez d'animaux. Les produits en boîte et autres pâtes alimentaires, eux, sont restés inchangés. Même si les hausses des prix sont dues soit à la saison de culture, soit des grossistes ou des coûts d'importation, à l'approche de ce mois de Ramadan, synonyme de clémence, pardon et entraide, les consommateurs musulmans, quant à eux, attendent plus de souplesse de la part des commerçants. Le festival Ciné Droit Libre s'installe au Niger. Le lancement de la première édition s'est déroulé ce matin au centre de presse de la maison de presse de Niamey. Durant 3 jours, le public aura droit à la projection de films engagés dans la défense des droits humains. Bali Mabourema et Luc Oga pour le compte rendu. 12 ans après sa création et installation au Burkina Faso, le festival Ciné Droit Libre se lance à Niamey. Ce festival est une plateforme pour les artistes, les hommes des médias et les acteurs de la société civile de raconter les histoires qui sont généralement censurées sur les chaînes de télévision et dans les grandes salles de cinéma. L'idée, c'est de créer une plateforme où on met ensemble des artistes, des journalistes, des cinéastes et autour du film, du débat, sensibiliser, promouvoir les droits humains, créer l'échange, promouvoir la liberté d'expression et permettre la liberté de la parole. Surtout être un espace de prise de conscience et de conscientisation de la jeunesse.
Pour le coordinateur national du comité d'organisation, Albert Chebou, ce festival Ciné Droit Libre est un festival né de la censure, car c'est en muselant les différents acteurs que le festival a été porté sur les fonds baptismaux. Accueillant l'ouverture de la première édition, le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse s'est réjoui du choix de Niamey et remercié les initiateurs de la rencontre. Cet enracinement démocratique se renforce également à travers l'espace de débat fructueux qu'il œuvre à la masse populaire afin de sensibiliser les citoyens et principalement les jeunes sur l'état de lieu de la liberté de parole et de leurs droits dans leurs pays respectifs. Telle est la vision et tels sont les idéaux de cette grande rencontre dans notre chère capitale Niamey. Pendant 3 jours, cinéastes, artistes et journalistes vont échanger leur expérience sur les questions des droits de l'homme, la liberté d'expression, à travers la projection des films sur le thème de cette première édition qui est la lutte contre l'extrémisme violent. On est soutenu par l'ambassade des États-Unis pour faire un travail sur 4 pays sur l'extrémisme violent. Donc le Burkina, le Niger, le Mali et la Mauritanie. Et donc on a profité pour le Niger d'inclure dedans la possibilité de faire au moins une édition de Ciné Droit Libre réduite pour lancer l'idée, parce qu'il y a beaucoup de Nigériens qui souhaitaient que ce festival puisse s'installer ici au Niger. Et déjà, en prélude au grand concert prévu demain vendredi, l'artiste de renommée internationale Smokey a donné le ton. Ce cadre est un cadre propice pour les échanges. Nous avons, comme le disait le grand frère Diallo, milité pendant plusieurs années pour Ciné Droit Libre. Et il se trouve que c'est un libérateur, un formidable moteur de libération des consciences. Nous l'annoncions hier dans le journal, le MENA Cadet a perdu en demi-finale à la CAN U17 Gabon 2017 en séance de tir au but face aux Black Starlets du Ghana. Les cadets du Ghana ont gagné difficilement 6 tirs à 5. Cette défaite du MENA Cadet est salutaire cependant après donc un match nul à la fin du temps réglementaire. Dans cette rencontre sur le gardien nigérien qui a été impérial dans ses cages, il a su stopper les assauts ghanéens. Les mots donc sont très sportifs. Le résumé de Abdul Aziz Mohamedou. Le MENA Cadet s'est incliné aux séances de tir au but 5 à 6 face aux Black Starlets du Ghana. Les jeunes Nigériens ont réussi à contenir les assauts ghanéens, une équipe qui a battu Abdelkrem Tinisanda et ses coéquipiers 2 buts à 0 à 2 reprises en amical chez eux. Dans cette rencontre, Soumela Tchoumogo a verrouillé tous les trous, obligeant les Ghanéens à chercher la qualification aux séances fatidiques des tirs au but. Nous avons certes perdu, bien que ce soit au tir au but. On aurait bien voulu aller en finale, battre cette équipe du Ghana, aller en finale. Au temps réglementaire, on était nul 0-0. Je crois que ces enfants se sont bien accrochés à ce match-là. Ils avaient eu véritablement envie, en tout cas, de gagner ce match-là face à une équipe avec laquelle nous avons joué 2 matchs amicaux. Nous avons perdu à 2 fois 2-0. Je crois que, mais quand cela ne tienne, à l'issue du temps réglementaire, il était 0-0. Mais au tir au but, nous n'avons pas eu de réussite. Nous avons perdu 5 buts à 6. Bon, à regret, mais quelque part, vu la progression de l'équipe, vraiment nous pouvons être satisfaits du travail qui a été abattu. Coach, avant le début de la compétition, vous disiez aux jeunes qu'ils viennent pour jouer 5 matchs. Le 5e aura bien lieu, mais ce n'est pas le 5e que vous avez espéré, qui était la finale. Mais c'est quand même une 3e place à aller chercher. Alors, quelles seront les consignes avant cette rencontre face à la Guinée? Les consignes seront les mêmes. La 3e place, c'est aussi un objectif. Tout se fait selon la forme du moment. Présentement, nous devons jouer la 3e place contre la Guinée qui a perdu aussi au tir au but. Donc nous allons en tout cas tout mettre en œuvre, en tout cas pour être au podium. Donc je crois que les enfants ils en sont conscients et ils vont se battre jusqu'au bout. Dans l'autre demi
demi-finale de la soirée, le Mali a validé son ticket pour la finale après avoir écarté la Guinée aux séances de tir au but, également 3 tirs réussis contre 0 après le score nul et vierge de 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Ce dimanche 28 mai, au stade de l'Amitié de Libreville, le MENA Cadet tentera de finir sur le podium dans la petite finale qui la mettra aux prises contre la Guinée à 17h30. Quant aux Maliens, ils défendront leur titre face au Ghana, une équipe qui n'a jusque-là pas encaissé de but dans le jeu à partir de 20h30 minutes. Une des journaux avec Ibrahim Yero. Yero, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bouli et bienvenue aussi. Comme toujours, nos pensées vont à la maison d'arrêt de Niamey où se trouve notre confrère, frère, collègue Baba Alpha, même si ce soir, Bouli, tout a été déjà dit par Abdrahman Younous Aïssa. Donc je vais juste réitérer notre soutien moral à Baba Alpha ainsi qu'à son vieux père de 70 ans, Bouli. Merci Yero, et nous débutons avec la Griffe qui ne pense pas que le scrutin à Maradi se tiendra à la date indiquée. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans le gros titre de la Griffe, vers un report des élections législatives partielles de Maradi, s'interroge en gros l'hebdomadaire satirique La Griffe. La Griffe qui écrit, et je cite, « Prévu pour se tenir le 30 juillet prochain, les élections législatives partielles de la circonscription de Maradi risquent d'être reportées à une date inconnue. En effet, et même si cela n'a pas été annoncé officiellement, il y a des voix autorisées qui laissent entendre que ces élections n'auront pas lieu à cette date du 30 juillet. Ces élections n'auront pas lieu. En tout cas, elles n'auront pas lieu le 30 juillet. Je ne pense même pas qu'elles puissent avoir lieu au cours de cette année 2017. Je ne pense même pas qu'elles puissent avoir lieu dans la forme et les conditions qui sont annoncées actuellement et que beaucoup de gens connaissent. Tels sont les propos de M. Sanoussi Tambari Jakou, président du PNA Al-Oumma, dans un entretien qu'il a accordé à la radio Amfani le vendredi 19 mai dernier. L'homme n'est pas que seulement président du PNA Al-Oumma. Il est aussi ministre conseiller à la présidence de la République et un des leaders de la coalition des partis politiques de la mouvance présidentielle, précise La Griffe. L'autre observateur caricature la déclaration commune des partis politiques et organisations de la société civile. Déclaration conjointe FRDDR, collectif des organisations de la société civile, partis politiques non affiliés, l'indécence politique, s'exclame en gros l'hebdomadaire L'autre observateur. L'autre observateur qui écrit, et je cite, « Une coalition hétéroclite de partis politiques et une frange de la société dite civile nigérienne a rendu public le lundi 22 mai 2017, au moment où se fermaient les assises tenues dans de bonnes conditions de la 60e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette déclaration vise à appeler à un soulèvement populaire afin de renverser le régime démocratique de la 7e République. Ce cri de désarroi face à leur échec d'instrumentaliser la dite commission démontre encore une fois le manque de sérieux qui caractérise ces leaders, tout comme leur inaptitude à conquérir le suffrage du peuple nigérien. Éloignés de plus en plus de leur objectif cardinal, à savoir la conquête du pouvoir, à la fois par leur mauvaise vision et leur déficit de popularité, ils font désormais feu de tout bois. Ils sont aujourd'hui prêts à saisir la queue d'un serpent en lieu et place d'une corde. Ils tentent ainsi ce coup de force de demander la démission du chef de l'État, déplore l'autre observateur. Le républicain abonde dans le même sens en condamnant aussi l'attitude de l'opposition au régime en place. Ce n'est pas le républicain, c'est le républicain, Bouli.
Opposition FRDDR, les jérémiades d'une opposition stérile et défaitiste, affirme en gros l'hebdomadaire Le Républicain. Le Républicain qui écrit, et je cite, « Des prophètes du malheur, on en voit de plus en plus au sein de l'opposition politique nigérienne, la société civile et quelques illuminés plumitifs en perte de vitesse et de référence. Cette espèce ne voit que du noir au Niger. Tous leurs pronostics passés voués à l'échec ne les convainquent pas que ce pays a besoin plus que de piètres boutefeux et nihilistes de leur acabit. À en croire les lubies de quelques-uns de ces coupeurs de cheveux en quatre via réseaux sociaux et médias, c'est comme qui dirait que le président Issoufou passe pour pharaon à Niamey. Leur fantasme laisse croire quelques naïfs que le régime ne tient plus la route et il tombera par un simple coup de baguette magique. N'est-ce pas cette illusion de perspective qui serait à la base des écarts de Max et d'Ali Idrissa? Tous ces actes de désespoir de l'opposition politique et son bras armé qu'est cette faction de la société civile traduisent son impatience et son manque de dignité d'assumer leur rôle constitutionnel. Leur visée insurrectionnelle étant clairement affichée, ils doivent être condamnés à se ressaisir ou du moins à revenir aux fondamentaux de la République. Autrement, l'autorité de l'État doit leur être opposée dans toute sa rigueur, implore le Républicain. Yoro, je crois que tu dois chercher le monde d'aujourd'hui. Quelques minutes pour insérer un cours de français dans la une des journaux. Ça serait mieux pour toi en tout cas. Le monde d'aujourd'hui. Et nous allons passer au monde d'aujourd'hui qui revient sur la passation de service entre les gouverneurs entrants et sortants de Niamey. Oui, ça c'est le gros titre, Bouli. Et en ce qui concerne la jouissance de la démocratie dans notre pays, le monde d'aujourd'hui doit titrer, je cite, « Interdiction des manifestations et arrestations, la dictature rose en marche ». Et l'hebdomadaire d'écrire, je cite, « Les Nigériens qui ont connu les différents régimes qui se sont succédés depuis l'avènement de la démocratie au Niger sont très déçus de constater que c'est sous le régime du PNDS-Tareya, du président Issoufou Mahamadou, que la démocratie est très malmenée de cette façon. En effet, poursuit l'hebdomadaire, s'il y a un parti politique au Niger qui a suffisamment joui des droits de manifestation et d'expression, c'est bien le PNDS-Tareya pendant toute la période qu'il était à l'opposition. Dieu seul sait le nombre de manifestations que ce parti a organisées, aussi bien à Niamey que dans les autres régions du pays, sans avoir été interdit par les différents régimes. Dieu seul sait aussi le nombre de déclarations faites par les responsables de ce parti, dans lesquelles ils ont dit tout le mal qu'ils pensaient des différents régimes sans être inquiétés. Même l'ancien président de la République, Ibrahim Baré Menassara, que les responsables du PNDS-Tareya n'ont jamais reconnu comme tel jusqu'à sa mort, n'a jamais entrepris d'étouffer Issoufou Mahamadou et ses camarades autant que tentent de le faire aujourd'hui à tous ceux qui n'applaudissent pas leur gouvernance. Par leur attitude actuelle, les anciens opposants sont en train de pervertir la démocratie nigérienne, d'inoculer le virus de l'intolérance dans la pratique politique au Niger. Avec tout ce qu'ils sont en train de faire vivre à ceux qui ne sont pas avec eux aujourd'hui, ils obligent ceux qui accéderont au pouvoir demain à vouloir se venger d'eux et on entrera ainsi dans une nouvelle ère faite de règlements de comptes entre acteurs politiques, s'inquiète le monde d'aujourd'hui. Et où est la passation des services entre les gouverneurs? C'est le gros titre, la une des journaux ne l'a pas retenu. C'est ce que tu m'as dit dans le lancement hier. La une des journaux ne l'a pas retenu, Bouli. Ok, on passe à l'actualité alors. Voilà. L'actualité soutient que le pouvoir du président Issoufou n'a plus que ses muscles pour diriger. En tout cas, l'actualité n'a pas parlé de muscles, mais on va le voir tout de suite. Gouvernance politique de la Renaissance, plus que la force pour commander, s'inquiète en gros l'hebdomadaire L'actualité. L'actualité qui écrit, et je cite, « En l'espace de 2 semaines, on ne sait plus compter les hommes qui avaient été arrêtés
conduit en prison pour avoir exprimé des opinions. Les Nigériens ne pouvaient que s'attendre à ce durcissement du régime mis dos au mur, incapable d'avoir des solutions aux problèmes des Nigériens. Jamais les Nigériens n'ont été autant surveillés, écoutés que sous ce stalinisme rampant sous lequel ils vivent. D'ailleurs, pour suivre l'actualité, quel choix donnent les camarades aux Nigériens autre que celui de la radicalité pendant qu'ils prétendent jouer à la déradicalisation qui ont tué leurs pères et leurs frères, ils créent les conditions d'une radicalisation d'une autre catégorie de Nigériens acculés par le régime et qui n'ont que la puissance de leur verbe pour dire tout le mal de la gestion actuelle qui est sans doute la pire que le pays a connue sans jamais se préoccuper de ce que cela pouvait plaire ou pas, déplore l'actualité. Tu as vu, non, que ce n'est pas toujours qu'on arrive à bien prononcer les mots Yoro. D'accord, on continue. Ok. Cette situation fait dire à l'événement que le régime marche sur des œufs. 7e République, la Renaissance danse sur un volcan, affirme en gros le bi-hebdomadaire L'événement. L'événement qui écrit, je cite, en créant de toutes pièces des motifs fallacieux allant de l'incitation au complot, entre guillemets, à l'incitation à la révolte pour embastiller opposants, activistes de la société civile, journalistes, dont le seul tort est d'avoir sonné l'alarme sur la dérive autoritaire du pouvoir en place. Les traders et assimilés de la Renaissance dansent allègrement sur un volcan. Pour preuve, la mise en place le 22 mai dernier à Niamey, à travers une déclaration rendue publique par l'opposition politique, les partis politiques non affiliés et la société civile d'un nouveau cadre de lutte pour le combat de la liberté, de la dignité et pour la restauration de la cohésion, de l'unité de notre peuple et la sauvegarde de l'état de droit, de la démocratie et la République complique davantage la situation du bateau ivre d'une gouvernance à reculons. À cette collusion, il faut ajouter la crise alimentaire suivie d'une sécheresse aiguë des finances publiques dont l'alerte a été donnée par le magistrat suprême, relève l'événement. L'éclosion insiste sur la crise du parti au pouvoir et le concassage programmé du parti de Seynou Marou. Concassage du MNSD Nassara, crise PNDS Tareya, ça se précise, s'exclame en gros l'hebdomadaire L'éclosion. L'éclosion qui écrit, et je cite, « Qui règne par les armes périra par elles », dit le dicton. Pour conserver, pérenniser et perpétuer son pouvoir, le PNDS Tareya avait inauguré ce qu'on appelle aujourd'hui le concassage des partis politiques. Aujourd'hui, c'est le PNDS Tareya qui est traversé par un courant divisionniste des plus compliqués. Même si la réalité du pouvoir lui permet jusque-là d'éviter l'explosion de sa cohésion, il n'en demeure pas moins que le climat au sein du parti présidentiel n'est plus viable. Chaque jour, c'est un nouveau prétendant à la succession du président Issoufou qui fait surface, tandis que les légitimes, entre guillemets, n'arrivent pas à s'accorder, chacun croyant ou espérant mériter le fauteuil que le président Issoufou léguera comme dans une succession monarchique. Le démantèlement du MNSD a commencé. Poursuit l'éclosion. En milieu de semaine dernière, les téléspectateurs des télévisions privées ont suivi, non sans intérêt, la déclaration de l'ADP Zumunchi et du PDP Anour qui annoncent pompeusement quitter la barque APR, Alliance pour la République de Seynou Marou. Ils disent s'en aller, non pas rejoindre l'opposition politique, mais la majorité présidentielle à laquelle ils appartenaient déjà. Ce qui est sûr, c'est un coup de semonce destiné au président du MNSD, El Hadj Seynou Marou. Attention, on peut te dépouiller de bien plus, semble-t-on lui indiquer, croit savoir l'éclosion. Le courrier continue sa saga des quêtes. Ce jeudi, c'est l'ancien ministre des Finances qui est concerné. Moukouri guette Seydou Sidibé dans la nasse des milliards évaporés, annonce en gros l'hebdomadaire Le Courrier.
Le courrier qui écrit, je cite, « Le 28 septembre 2015, Seydou Sidibé, alors ministre des Finances, adressait au directeur général de la CBAO, Compagnie bancaire de l'Afrique de l'Ouest, une lettre portant en objet, je cite, « contrat de partenariat public-privé État du Niger s'inverse ». Fin de citation. Par cette lettre, Seydou Sidibé a tenu d'une part à informer le directeur de la CBAO que dans le cadre de la mise en œuvre du contrat cité en objet, une facture d'un montant de 4 816 169 francs CFA relative aux travaux de contrôle exécutés pendant l'année 2014 a été transmise pour paiement au département ministériel. D'autre part, il s'engage à virer le montant sus-indiqué dans le compte de CBAO, compte numéro NE 064 01 001 et compte numéro 25 111 16 19 21 80 ouvert au niveau de votre banque au nom de Walgate SA. De fait, la CBAO attend toujours une concrétisation de l'engagement écrit de Seydou Sidibé. L'argent qu'elle attendait atterrira ailleurs, précisément à la BESIC, Banque pour l'investissement et le commerce. Dans le compte numéro 0209 35 30 112 XOF de la société Walgate. Moukouri Daniel a ainsi réussi à se jouer, encore une fois, de la CBAO. Car, malgré son engagement écrit et volontaire, Seydou Sidibé a fait tout autre chose. Pourquoi Seydou Sidibé n'a pas tenu son engagement de virer le montant indiqué dans le compte CBAO de la société Walgate? Aurait-il usé de ce subterfuge pour se faire un peu d'argent de poche sur le dos de la CBAO ou a-t-il été contraint de revenir sur son engagement? S'interroge le courrier. C'est la fin de la une des journaux cette semaine. Merci. Merci aussi, Boulim. Tu me permettras de faire deux communiqués. Le premier communiqué, c'est que juste après le générique du journal, vous suivrez une émission spéciale circulation routière. Ce sera la dernière émission avant le mois béni de Ramadan. Une émission que nous avons réalisée sous forme de droit de réponse avec la Société de patrimoine des eaux du Niger, SPEN, qui s'est sentie concernée par une des émissions diffusées par circulation routière. Le deuxième communiqué, Bouli, avec toujours ta permission, c'est de prendre congé de nos téléspectateurs. Le mois béni de Ramadan, vous le savez, à la télévision Bonferré, exige un nouveau programme. Et donc, nous mettons en veilleuse votre rubrique et on se retrouve après la fête, si Allah nous prête longue vie et liberté, évidemment. Excellent mois béni de Ramadan. Alors, Ibrahim Yero, je te présente vraiment toutes mes excuses Yero, pour tout ce que je t'ai fait. Et pour ce soir d'ailleurs. Qu'Allah, le Tout-Puissant, nous pardonne tous. Amin, amin. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci également à vous de l'avoir suivi et je vous souhaite également un excellent mois béni de Ramadan. Que la paix d'Allah soit toujours avec vous. Au revoir.